Bon, après une tentative de coup d'État manqué et à la veille des élections générales, c'est classique. C'est-à-dire que en pareille circonstance, le climat politique il est empreint de méfiance, de suspicion et surtout de crainte. Parce que c'est une occasion où vous allez voir quand on assiste à un putsch manqué comme ça, c'est des vagues d'arrestations qui suivent parce qu'il faut que les auteurs répondent de leurs actes et qu'on cherche, l'État comprenne très bien ce qui s'est passé, qui sont impliqués et jusqu'à quel niveau, quelle est l'étendue du complot. Donc c'est bien normal. Mais en de pareilles circonstances, ce qui est recommandé d'abord pour les services judiciaires et même pour les tribunaux qui sont en charge de cette question, c'est le professionnalisme pour pouvoir démêler le vrai du faux, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, pour ne pas tomber dans des situations qui ne feront que envenimer la situation politique. Donc en pareille circonstance, ce qui est recommandé, c'est le professionnalisme et il est recommandé que les services en charge de l'enquête soient très pointus pour ne pas arrêter des gens qu'il ne faut pas, parce que là tout le monde est potentiellement suspect, hein, parce que vous imaginez un type comme Tigri, il vous appelle 10 minutes avant de passer à l'acte, ou 10 jours, il a communiqué avec un Béninois avant de passer à l'acte. Bon, ce Béninois devient automatiquement suspect, alors que forcément, c'est les relations. C'est un pays où il y a une relation entre les citoyens. Donc, voilà. Donc, en pareille circonstance, ce qui est recommandé, c'est vraiment le professionnalisme. Et au Bénin, les élections en général s'ouvrent en janvier prochain. Est-ce que les événements de ces derniers temps peuvent influencer le calendrier électoral au Bénin? En tout cas, nous avons entendu le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'y aura pas de conséquences sur le calendrier électoral. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que le gouvernement béninois a gardé le cap malgré le putsch manqué. Et ça, c'est à saluer. La Cour constitutionnelle a validé le mois dernier une constitution très controversée dans le pays, un texte qui doit encore être promulgué par le président Talon. En attendant la promulgation présidentielle, peut-on dire que la réforme est désormais irréversible? Ça, c'est une question de logique et de loi. Simplement parce que le processus a suivi son cours normal. Après le travail de la Cour constitutionnelle, il ne reste que l'étape de la promulgation par le président de la République. Donc à partir de ce moment, on peut dire que oui, dans une certaine mesure, elle est irréversible. Mais le peuple est souverain. Et je pense qu'il y a des voix, ces derniers temps, on a assisté à des voix qui se sont élevées pour demander pour supplier le président Talon de ne pas promulguer cette loi parce que cette constitution, telle que ça a été voté, il semblerait que dans l'opinion, cette constitution n'est pas légitime et que beaucoup de Béninois, un grand nombre de Béninois auraient aimé que tout simplement cette constitution, cette révision soit simplement abandonnée. Et même on a vu même des fervents soutiens de Romuald Wadagni inviter le président à ne pas aller dans ce sens. Mais on a vu également dernièrement à la rencontre de la CEDEAO qu'il y a eu il y a quelques jours. Je pense qu'il n'y a pas eu de résolution en tant que telle, mais on a invité le président et la classe politique à dialoguer. Peut-être que c'est une invite aussi à ne pas promulguer cette constitution et d'approfondir d'abord les débats. Et la situation au Bénin, la tentative de coup d'État présumée, des arrestations qui s'en suivent et qui marquent l'opinion béninoise. Mais quel impact cela a-t-il sur la stabilité du pays? Non, sur la stabilité du pays, les vagues d'arrestation n'ont pas une conséquence directe. Ce que ça peut faire, c'est d'approfondir le climat délétère, le climat politique délétère, c'est d'approfondir la méfiance, la suspicion. Et si les services qui sont en charge de l'enquête ne sont pas très pointus et professionnels, ils peuvent tout simplement verser dans l'arbitraire, parce que les gens peuvent, en voulant chercher à régler les comptes politiques avec tel ou tel, aller mentir. Bon, donc voilà pourquoi, et je l'ai dit à l'entame de mon propos,
dans de pareilles circonstances, c'est tout à fait normal, après un putsch manqué comme ça, il est normal que les services soient alertés et il est aussi normal que les autorités béninoises cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé, qui sont les complices. Mais donc, et nous sommes également à la veille des élections. Donc dans ce contexte, le professionnalisme est recommandé pour tout un chacun, pour ne pas verser, comme je l'ai dit, dans l'arbitraire. Et comme ça, perdre de vue les vraies questions et se laisser distraire. Et parmi les personnes interpellées figurait le fils de l'ancien président Yahi Boni, une interpellation qui a suscité de nombreuses réactions dans le pays. Mais y avait-il un lien avec les événements de ces dernières semaines? Non, en pareille circonstance, tout Béninois peut être interpellé. Hein. Non, je ne pense pas que là, avec l'interpellation du fils de Tchabi Yahi, c'est ça son nom, je ne pense pas que ça soit un règlement de compte politique. Non. Comme je vous l'ai dit, tout le monde, tout Béninois, que les services jugent utile à eux pour être écoutés, pour savoir ce qui s'est passé réellement, doit être écouté. Et le fils de Yahi Boni ne déroge pas à cette réalité. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et si le président Talon cherche à régler des comptes avec la famille Yahi, certainement qu'il a d'autres moyens que ce cas précis pour pouvoir faire mal. Donc, comme encore une fois, je pense que le fils de Yahi dont vous parlez, il a été même libéré sous caution ou est placé sous contrôle judiciaire, quelque chose du genre. Bon, donc, et les Béninois continuent de se poser la question, et c'était une affaire strictement judiciaire ou plutôt hautement politique? Non, le contexte actuel. Non, en pareille circonstance, c'est classique. Ça dit que tous ceux qui sont de l'opposition ou tous ceux qui sont en avant-garde de la lutte, en tout cas, qui portent les revendications de l'opposition deviennent automatiquement des suspects. Maintenant, il appartient au service d'approfondir les enquêtes pour savoir qui est impliqué, qui n'est pas impliqué, jusqu'à quel niveau. Bon, donc, et j'ai appris aussi, avant de venir sur ce plateau, que Candide Azanaï aussi a été relâché provisoirement. Bon, je ne sais pas, on aura le temps de confirmer tout ça. Maintenant, donc ça veut dire que les enquêtes sont quand même... Les procédures d'enquête sont quand même... je vois de loin que c'est caractérisé quand même déjà par un certain professionnalisme. On ne garde pas les gens pour les garder. C'est-à-dire que quand on soupçonne que vous avez quelque chose à voir avec ce dossier, on vous écoute, on vérifie et voir si vous êtes impliqué et jusqu'à quel niveau. Donc je pense que il faut laisser les enquêteurs travailler et surtout, ce qu'on peut leur demander, c'est d'être vraiment pointus et professionnels dans leur mission. Et au lendemain du coup d'État manqué, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, donc présenté comme cerveau de l'opération, reste introuvable selon les autorités béninoises. Oui, depuis qu'il a suscité l'émotion, qu'il a fait son putsch manqué, Pascal Tigri, le lieutenant-colonel Pascal Tigri demeure jusqu'à présent introuvable. Et c'est une situation compliquée pour l'État béninois parce que en pareille circonstance, le gouvernement cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et celui qui peut mieux expliquer la situation, certainement, devant les enquêteurs, c'est Pascal Tigri. Et jusqu'à présent, il n'est pas retrouvé. Le porte-parole du gouvernement béninois a dit qu'il serait dans un pays voisin au Bénin. Bon, maintenant... Et justement, quelle analyse faites-vous de ces déclarations? Quels pays voisins sont donc alors indexés Non, mais le Bénin a beaucoup de pays voisins. Le Bénin a beaucoup de pays voisins. Même le Nigeria, c'est un pays voisin au Bénin. Il y a le Togo, il y a le Burkina, il y a le Niger. Bon, donc maintenant... il y a Jeune Afrique qui a particulièrement cité un pays. Mais je pense que les États membres, les États qui sont voisins du Bénin, en principe, c'est des États responsables. Et si on parle de l'AES n'assume pas des responsabilités de manière hybride. L'AES n'a pas habitué... communiqué donc confusé sur les réseaux sociaux, émanant donc des autorités burkinabées. Et en tant que spécialiste de la communication, justement, quelle analyse faites-vous de ça? Est-ce que les autorités, dans une pareille situation, pourraient justement émettre un communiqué officiel? Non, les États de l'AES individuellement
appris chacun à une manière de communiquer, nous a habitués à une manière de communiquer et d'apporter des explications ou tel sujet. Vous savez que les chefs d'État de l'AES, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est des gens qui s'expriment. De ces communiqués? Non, je pense que, en tout cas, une chose est claire. Les pays, comme je vous l'ai dit, les voisins du Bénin, c'est des États sérieux, en tout cas, selon mon observation. Si Tigri se cache chez eux, certainement qu'ils vont communiquer pour dire on l'a retrouvé. C'est même dans l'intérêt de ces pays voisins eux-mêmes de savoir qu'il y a un pareil individu qui se cache chez eux. Maintenant, ils peuvent mettre la main sur lui. Quant à la question de l'extrader, ça peut demeurer un petit souci pour le Bénin parce que à cause des relations tendues que le Bénin lui-même, diplomatiquement, a avec certains de ses voisins. Bon, donc je pense que pour le voisinage eux-mêmes, je crois que le sérieux exige que si Tigri se trouve quelque part, que les gens disent voilà, on l'a retrouvé chez nous et on le garde au frais. Donc maintenant, l'État béninois aussi a intérêt à le retrouver. Parce que si Tigri a pu s'échapper, certainement qu'il a bénéficié de complicité. Si l'État béninois ne le retrouve pas depuis l'extérieur, qu'est-ce que Tigri est capable de faire? Est-ce que vous et moi, nous pouvons dire ce que Tigri est capable de formater, d'organiser, étant à l'extérieur? Donc voilà pourquoi et en pareille circonstance, il est recommandé au gouvernement de saisir donc l'invite que la CEDEAO a formulé pour ramener la balle à terre, discuter entre toutes les parties prenantes de l'élection, parce que vous avez écouté les mutins, vous avez écouté tout ce qu'ils ont dit. Bon, de tout le temps, les militaires putschistes, que le putsch soit manqué ou pas, ils surfent toujours sur la misère du peuple. Ils surfent toujours sur les difficultés politiques que traverse le pays. Vous avez vu là, dans leur communiqué, ils ont même cité les dialysés qui n'ont plus accès aux médicaments, etc., qui ne sont plus pris en charge par l'État. Ils ont cité la question de la sécurité dans le nord du Bénin, à Kandi, à Malanville. Et ils ont cité la question de la Constitution et ça, on ne peut pas dire que c'est faux. Il y a beaucoup de Béninois qui sont contre cette constitution telle que elle a été comment dirais-je, révisée de cette façon. Vous voyez. Donc, il appartient maintenant au gouvernement béninois, principalement au président Talon, de faire un sondage pour voir si les Béninois sont vraiment d'accord avec cette constitution et d'apaiser le climat social intérieur. De manière que si quelqu'un formate une histoire depuis l'étranger et cherche à venir faire quelque chose au pays, pour que les Béninois ne se lancent pas dans ce jeu. Donc, et puis vous avez vu aussi que dans sa résolution, entre guillemets, la CEDEAO dit qu'il faut appuyer le Bénin avec la force en attente, tout ça. Bon, mais on va en parler, mais en attendant, oui. la question où se trouve le lieutenant-colonel Tigri, beaucoup cela pose, notamment précisément au Bénin. Selon les autorités, l'individu reste introuvable. Aucun pays n'a fait déclaration malgré les accusations, entre guillemets. Mais que symbolise cette situation, justement, de l'état des relations avec les pays voisins? Mais justement, c'est ça les conséquences. Et il faut tout faire pour avoir toujours de très bonnes relations avec vos voisins immédiats. Parce que vos voisins immédiats, c'est les gens qui sont capables de vous dire automatiquement s'il y a des choses qui se formatent ou qui se préparent contre vous. Donc, la nécessité de garder un très bon voisinage n'est pas une option en réalité. C'est une obligation pour les dirigeants. Donc, je ne suis pas en train de dire que le président Talon, c'est sa faute automatiquement. Je pense que les responsabilités peuvent être partagées dans ce cas. Voilà pourquoi, et tous
tout chef d'État doit s'efforcer à avoir des relations de bon voisinage avec les voisins immédiats. Et à partir de ce moment, si par exemple vous voyez, vous entendez qu'il y a telle ou telle nationalité qui se sont associées pour venir mener des actes subversifs dans un pays, automatiquement les gouvernants qualifient ça d'acte isolé. Et c'est eux-mêmes qui prennent sur eux automatiquement la responsabilité de mettre ces citoyens en arrêt et de les juger. Bon, donc je crois que la situation diplomatique difficile entre le Bénin, bon, je dirais entre le président Talon, parce que entre les pays, les citoyens, il n'y a pas de problème. Entre le président Talon et certains de ses homologues dans le voisinage, certainement que cette situation n'arrange pas les choses. Le général Tchiani. Oui, par exemple, ça n'arrange pas la situation. Ça ne permettra pas, ça ne facilitera pas la tâche. Je doute de comment ça peut aider facilement l'État béninois à retrouver Pascal Tigri et consorts. Mais je ne sais pas comment, mais entre États, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être que les pays trouveront, au cas où ces pays voisins du Bénin vont retrouver Pascal Tigri, certainement, que les autorités sortiront pour communiquer là-dessus. La présence d'armées étrangères sur le sol béninois interroge également, notamment la force en attente de la CEDEAO. S'agit-il d'un choix stratégique sécuritaire ou plutôt d'un aveu de fragilité? Non, en tout cas, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux dans la mesure où... c'est vrai, même dans les communications officielles qui ont suivi le putsch manqué, on a vu les autorités béninoises ont qualifié les mutins de groupuscules. Mais au fil des jours, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout de groupuscules. Mais plutôt 300 hommes. On parle de presque 300 hommes. Bon, là, c'est carrément un bataillon. Et en plus, ils ont une dizaine de blindés, selon toujours les informations qui ont circulé. Alors, quand vous avez 300 hommes environ, un bataillon interarmes avec 10 blindés qui pointent chez le président de la République et qui commence à tirer sur lui, c'est quoi l'objectif? Ça veut dire que s'il le retrouve, il risque même de l'abattre. Donc c'est très dangereux ce qui s'est passé au Bénin. Voilà pourquoi le Bénin doit chercher à comprendre réellement ce qui s'est passé et qui sont les auteurs et les complices. Mais le fait que le président Talon ait fait appel au Nigeria et à la France aussi pour venir le sauver, parce que le soldat Talon a été carrément sauvé, il faut le dire. Et ça veut dire qu'il ne sait plus qui est qui dans son armée le 7 décembre. Il ne savait plus qui. Quel généraux fait partie du complot et qui ne fait pas partie. À la place du président Talon, j'aurais fait la même chose. Parce que quand vous avez une armée où près de 300 avec 10 blindés viennent tirer sur votre domicile alors que vous êtes le président de la République, et qu'en plus vos services n'ont pas été capables de vous avertir en avance, ça peut traduire plusieurs choses. Par exemple, qu'une partie de l'armée n'est pas véritablement avec lui, je n'en sais rien. Ou alors que les services de renseignement n'ont pas fonctionné et que même la France, qui est le premier partenaire en matière de renseignement et sécurité du Bénin, a failli aussi à sa mission. Bon, donc quand lui, le chef de la garde présidentielle, le colonel Jimon Tevoedre, a dit sur un média entre guillemets international qu'il s'agissait d'un groupuscule et qu'ensuite on se rend compte que les gens sont plus que ça. Quand il dit aussi qu'il a dû demander au directeur, au chef de cabinet militaire du président de lui envoyer la géolocalisation de son domicile, j'étais surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si lui, il n'a pas automatiquement la géolocalisation des hauts gradés de l'armée qui sont proches du président, bon, donc ça pose quand même un petit problème. Quelle image ces situations-là renvoient de l'armée béninoise non, précisément? Non, je pense que l'armée béninoise est républicaine. Mais qu'il y a eu un grand nombre d'éléments subversifs qui ont pu aller formater quelque chose en tout silence et que cela n'a pas été détecté. Quand 300 hommes s'organisent
même s'ils n'utilisent pas le téléphone, quand ils s'organisent pour faire un complot contre la personne de l'autorité, contre l'autorité de l'État, contre le président de la République, mais ça suppose quelque part que les services de renseignement ont été défaillants, ou simplement que ces services ils sont plus qualifiés ou outillés à traquer les opposants politiques que les vraies menaces. Et même le renseignement français, parce que la France est un partenaire stratégique du Bénin, si la France n'a pas pu déceler ceci. Mais vous voyez, il y a une chose qui est assez frappante, c'est que le colonel Dimo Oussou, lui, au temps d'Olivier Bokor, il avait su rapidement qu'il y avait un complot qui se jouait et qu'il y avait de l'argent qui circulait, etc. Et puis ce complot a été tout de suite déjoué. Mais sauf que là, c'est plus des rivaux politiques que toute autre chose. Mais là, nous sommes en présence des bataillons, de blindés, des gens lourdement armés avec des mitrailleuses qui se présentent au domicile du chef de l'État, qui tirent sur son domicile et qui après vont tout simplement à la télévision nationale pour lire un communiqué. Et qu'après, c'est des bombardiers du Nigeria qui sont venus à la rescousse. Quand même, il y a un problème. Si moi, j'étais à la place du président Talon, j'allais me poser sérieusement des questions sur mon entourage et me demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Et me poser aussi des questions à la France pour savoir comment il est en train de coopérer avec moi. Et les types ont pu quand même passer à l'acte jusqu'à ce niveau, à cette profondeur du complot. Bon, si c'était moi, le président Talon, je mettrais la France dehors tout de suite. Pour sauver le président, les interventions donc rapides pour sauver le président béninois, comme vous le disiez. Et justement, dans ces situations, quelle appréciation faites-vous de la réaction de la CEDEAO? Oui, la CEDEAO a réagi. Bon, c'est l'une des rares fois où la CEDEAO a pu, le Nigeria notamment, aidé par la France, il faut le rappeler, ont pu réagir automatiquement pour mettre fin à ce putsch. Mais sauf que je ne sais pas si réellement c'est ça la solution. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée-Bissau, depuis 2022, il y a quand même une force de la CEDEAO qui est en Guinée-Bissau. Mais aujourd'hui, en 2025, ça n'a pas empêché que un putsch renverse Embalo Sissoko. Donc c'est pour dire qu'en réalité... Est-elle dotée de mandats limités? Oui, bien sûr, même si elle est dotée de mandats limités. Ça veut dire que la vraie question, ce ne sont pas les présences des troupes étrangères. Parce que les troupes étrangères dans un pays donnent l'apparence d'un pays qui n'est pas souverain ou d'un pays qui est militairement faible. Le Bénin n'est pas un pays en guerre. C'est entre Béninois que cela se passe. Donc en réalité, il appartient à l'armée béninoise, à elle-même, à elle toute seule, en principe, de pouvoir mettre fin à ce putsch. Mais il semble que les forces étrangères, notamment venues du Nigeria, de la CEDEAO et de la France, ont coopéré ensemble selon les récits qui ont circulé sur les médias pour pouvoir mettre fin à cette mutinerie qui pouvait carrément faire tomber les institutions de la République. Mais donc, ce que je voulais fondamentalement dire, si on prend le cas de la Guinée-Bissau, malgré la présence des forces de la CEDEAO, il y a eu un putsch dernièrement. Bon, donc ça veut dire que la meilleure manière d'assurer une stabilité sécuritaire et politique, c'est d'avoir un climat politique, une cohésion sociale politique vraiment appropriée. Vous voyez par exemple dans quelles conditions la Constitution a été révisée. Vous voyez que pendant tout le temps, le code électoral, etc., toutes les lois ont été taxées de chrysogènes. Vous avez vu même lorsque la Constitution a été élaborée avec suggestion d'un Sénat, il a été suggéré dans ce Sénat-là que des chefs d'état-major viennent siéger dans ce Sénat. Est-ce que ça, par exemple, ce n'est pas un appel de pied aux militaires à qui la Constitution béninoise fait pourtant obligation de rester dans les casernes? Bon, et puis, tous ces climats délétères politiquement, c'est sur ça que les Pascal Tigri et consorts ont surfé, parce que là, ils ont vu une ouverture. En Afrique, on dit quand le mur se fend, les lézards s'introduisent. Donc, il faut tout faire pour que le mur politique ne se fende pas. Voilà pourquoi, si le président Talon a quelque chose à faire maintenant, c'est vrai, il faut retrouver Tigri.
et comprendre ce qui s'est passé à son niveau, comment le soldat qui est chargé de sécuriser les institutions se transforme à celui qui vient les descendre, tout simplement. Il faut qu'il explique ça. Mais maintenant, ce qu'il peut faire aussi, ce que peut faire aussi le président Talon, c'est de chercher c'est peut-être de faire une pause, de faire une petite discussion, même si c'est pas une conférence nationale bis, c'est de faire une discussion, d'inviter toutes les forces politiques en présence et discuter avec l'opposition, parce que là, on parle d'un putsch manqué, c'est vrai. C'est contre directement les institutions de la République et la personne du président Talon. Mais en réalité, c'est tout le Bénin. C'est les citoyens, c'est la classe politique, c'est tout le monde qui est concerné. Donc il est arrivé quelque chose de très grave aux Béninois, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Il faut que tout le monde se retrouve pour discuter. 2025, plus d'un ont été surpris d'apprendre une situation de coup d'État présumé dans le pays. Selon vous, en tant que justement spécialiste de la communication, du changement d'impact, comment expliquer ce sentiment d'étonnement au-delà même du Bénin et sur le continent qu'un coup d'État survienne dans ce pays en 2025? Oui, mais le Bénin a été, en tout cas, après la période révolutionnaire, depuis que le Bénin, en 1990, enfin d'abord la conférence nationale des forces vives de la nation, depuis l'ère du renouveau démocratique au Bénin, l'alternance s'est toujours très bien passée, malgré les chamailleries politiques, les mésententes et tout. Le Bénin a connu plusieurs présidents qui ont passé régulièrement la main. C'est seulement avec le président Talon que ce démon ou cet esprit de renversement des institutions est réapparu. Donc, en réalité, la situation mérite que l'on se calme, que l'on prenne une pause, que l'on discute entre Béninois pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment en est-on arrivé là, et voir comment on peut rapidement corriger ça. Bon, mais en principe, c'est ce qui devrait être. Mais est-ce que c'est ce que va faire le président Talon? Je n'en sais rien. De toutes les façons, son management politique, ce qu'il a fait pendant bientôt 10 ans, c'est quelqu'un qui fait fi de toutes les situations et qui avance simplement. Donc, je ne serais pas étonné de voir qu'il continue tout simplement... qui considère cette situation comme de l'eau versée au dos du canard. Bon, donc maintenant, je ne suis pas le président Talon, mais si j'étais lui, voilà comment j'allais discuter. J'allais discuter avec mes compatriotes, avec les opposants, toutes les forces politiques, et voir comment on peut remettre correctement le pays en selle. Parce que ce qui est arrivé là, c'est quand même dramatique. Et les autorités béninoises rassurent, le calendrier électoral de 2026 ne sera pas changé ou affecté par les événements de ces dernières semaines. Mais quelles leçons la classe politique devrait-elle tirer de cette situation? Ah, mais écoutez, la classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la mouvance, chacun devrait comprendre que le chamaille politique là, c'est en train de tirer des mouches. C'est en train de faire que des types qui sont censés les protéger ont commencé par avoir des idées. Est-ce un effet domino? Ou est-ce que ces types venaient réellement pour redistribuer les cartes? Et personne ne peut le dire. Donc, comme je l'ai souvent dit, c'est important pour la classe politique, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, de savoir raison de garder et de savoir surtout qu'il y a urgence et nécessité de discuter et de voir comment remettre le processus électoral correctement en selle pour qu'il n'y ait plus de frustrés. Parce que, comme vous le savez, les putschistes, ou si vous voulez les mutins, vous pouvez les appeler comme vous voulez, eux, quand ils viennent, ils servent toujours des arguments. Ils disent, ils profitent toujours de la situation politique qui ne va pas pour dire, bon voilà, nous on vient, on va venir corriger la situation. Et puis leur discours trouve écho. Parce que déjà, quand le peuple même est déjà frustré et que le dépôt de frustration et d'exclusion est déjà très important, les gens disent, bon voilà, des sauveurs, okay, il faut les soutenir. Le coup d'État du 7 décembre a été manqué, mais tout n'est pas encore entré dans l'ordre. Non, le putsch est déjà manqué, donc c'est fini. Maintenant, la suite, c'est ça qui est important. La suite, c'est la leçon que la classe politique peut tirer. Et dans ça, le président Talon et sa mouvance ont une grande responsabilité. Surtout
que la mouvance a prévu de ne rien changer dans le calendrier électoral. On aura le temps de voir si tout ça est vrai. Après ça, il faudrait garantir quand même un pays stable à Romualdo Wadagni qui va venir. Et lui aussi, il faut qu'il tire leçon de tout ce qui se passe là pour que quand il va s'installer au palais de la Marina, qu'il sache comment s'y prendre pour avoir quand même un pays à gouverner, un pays stable à gouverner. Merci. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Vous savez, on nous dit aujourd'hui que je vais dire, le commandant derrière la tentative de coup d'État avait parlé avant de partir. Je vais vous lire un communiqué tout de suite. On nous dit, selon l'Horizon Média, le président de la République, Patrice Talon, est revenu sur les événements liés à la tentative d'attaque, en apportant plusieurs précisions majeures sur le comportement des forces armées et l'identité des assaillants. Selon le chef d'État, la discipline et la loyauté ont prévalu au sein de l'armée béninoise. Il a souligné que toutes les unités de l'armée ont fait allégeance à la garde républicaine et ont sollicité des instructions sur l'attitude à adopter, démontrant ainsi la cohésion et la chaîne de commandement qui ont permis d'éviter une escalade. Concernant le nombre réel des auteurs de l'attaque, le président Patrice Talon s'est montré catégorique. D'après lui, les véritables assaillants étaient en réalité peu nombreux, estimés entre 15 et 20 individus au maximum, loin des rumeurs évoquant un groupe beaucoup plus large. Le président a également révélé un échange téléphonique clé intervenu peu avant la fuite de l'un des officiers impliqués. Il a indiqué que le commandant de la garde nationale a réussi à joindre le lieutenant-colonel Pascal Tigri au téléphone, juste avant que ce dernier ne prenne la fuite à bord d'un véhicule. Au cours de cet échange, l'officier aurait déclaré: nous vous prions de ne pas nous bombarder. Une phrase lourde de sens qui en dit long sur la tension du monde. En fait, c'est le champ téléphonique là qui pose un peu de problème. Si vous voulez téléphoner quelqu'un qui a essayé de faire un coup d'État, je pense qu'on pouvait mettre tous les moyens possibles pour pouvoir localiser ce dernier et l'arrêter. C'est que quand il téléphonait, il était au Bénin, non? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais localiser ce dernier, il a fui avec un véhicule, non? Là, c'est clair, quoi. C'est pourquoi les gens disent que ce coup d'État, peut-être, il est organisé par le gouvernement en place lui-même pour pouvoir peut-être faire quelque chose. Sinon, c'est flou, quoi. Comprenez, c'est un peu flou. Quand on voit les contours, c'est un peu flou. Mais, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, on est là. On est là, on suit aussi également ce qui se passe. La famille, une fois encore, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager vos avis dans les commentaires et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.